Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Alors à présent, comment les institutions culturelles et lieux de patrimoine peuvent-ils non seulement sensibiliser à la biodiversité, mais aussi contribuer à sa préservation? Pour explorer ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir Sonia Lawson, qui est directrice du Palais de Lomé, qui nous a fait l'honneur de s'être déplacée depuis Lomé, au Togo. Merci beaucoup, Sonia. Christina Leipold, directrice commerciale du Light Art Space de Berlin et membre du board avec lequel nous réfléchissons à ce programme de conférence qui nous a fait l'amitié de s'être déplacée depuis Berlin. Depuis Paris maintenant, Misty Monteville qui est chargée de mission RSO au musée d'Orsay. Et depuis la Normandie et plus précisément le pays d'Auge, Marguerite de Mézerac qui est responsable du développement touristique du château de Canon et aussi ambassadrice des sujets liés au développement durable au sein du réseau des audacieux du patrimoine. Et c'est Mathilde Poupée, consultante, qui vient de quitter l'Académie du climat à Paris pour rejoindre bientôt 2 tonnes, qui est une jeune entreprise dédiée à la formation à la transition écologique qui va animer cette table ronde. Chère Mathilde, c'est à toi. Ça commence bien, je vous mets un peu de spectacle dans ce début pour capter votre attention. Je suis ravie d'être ici et ravie d'être ici en si bonne compagnie. Et nous allons parler ensemble de lieux culturels et de biodiversité. Nous allons commencer avec Christina. Christina, votre Light Space a inauguré en mai 2022 un jardin tout particulier, un jardin qui est le fruit, sans jeu de mots, d'un projet artistique de l'artiste Alexandra Daisy Greensberg qui s'appelle le Pollinator Pathmaker. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Absolument. On vous entend bien sûr? Oui? Ok. Très bien, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de vous présenter l'un de nos projets à venir et qui a été spécialement commandé pour être présenté à Berlin à l'été de cette année. Alors, je vais essayer de mettre mes slides. Bien, commençons sur celle-ci. C'est un projet tout à fait unique et spécial pour nous. Et je ne sais pas si vous connaissez Light Art Space. Nous sommes basés à Berlin. Nous sommes une institution artistique à but non lucratif et nous travaillons avec les technologies également. Donc ce projet est tout à fait en phase avec ce que nous faisons de manière générale et ce que nous cherchons à présenter. Ce que vous voyez ici, c'est une œuvre d'art vivante qui donc s'appelle Pollinator Pathmakers et c'est Alexandra Daisy Ginsberg qui est à l'origine de ce projet. C'est une réponse aux dommages écologiques générés par l'être humain. Vous avez peut-être entendu que les insectes pollinisateurs sont en train de disparaître dans le monde entier. C'est terrifiant. En Allemagne, par exemple, on a enregistré un déclin de 75% des insectes volants sur les 25 dernières années. Et donc, très rapidement, maintenant, une présentation de ce projet. Ce projet sur les pollinisateurs est une œuvre d'art qui a été créée pour les pollinisateurs. Ces insectes ne comprennent pas que les abeilles, mais aussi les papillons de nuit, les scarabées et bien d'autres insectes volants. Cette œuvre d'art est donc plantée et entretenue par des êtres humains. C'est donc un projet interespèce. L'objet de ce projet, c'est de transformer la façon dont nous percevons les jardins, dont nous les voyons avec notre œil humain, et la façon dont nous les concevons, et pour qui nous les concevons. L'artiste veut ainsi donner davantage d'empathie et d'agentivité.
Il y a plusieurs éléments qui composent ce projet. Ici, vous voyez l'algorithme, si vous voulez. On a un outil de plantation numérique qui a été développé par l'artiste avec une intelligence artificielle. C'est très joli déjà, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas prévu pour l'œil humain. Cet algorithme a donc été développé avec l'aide de spécialistes d'intelligence artificielle et avec des scientifiques spécialistes des insectes pollinisateurs. Et ça, c'est le socle pour l'outil de plantation numérique qui crée des jardins sur mesure optimisés pour les pollinisateurs. Et donc, là encore, pas pour l'esthétique humaine. Même si nous, on peut trouver que c'est très joli. L'algorithme va donc sélectionner un ensemble de plantes parmi des plantes régionales qui ont été présélectionnées par des spécialistes en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Donc l'artiste est britannique et le premier projet de jardin qu'elle a été développé en Cornouailles. On est donc dans la zone la zone biogéographique atlantique. C'est pas du tout le même endroit que Berlin, qui est une zone beaucoup plus continentale. Donc c'est extrêmement important. Je pense que l'on pourra discuter de tout cela et de pourquoi nous avons besoin d'experts en termes de zone biogéographique, pourquoi on a besoin de ces experts qui nous soutiennent dans ces projets. Vous voyez ici l'opération de plantation elle-même dans le jardin, donc en Cornouailles, à Eden. Et c'est le deuxième aspect de ce projet avec des éditions spéciales. Alors à Berlin, on pourra à nouveau présenter une édition spéciale. Ce sont donc des projets spéciaux qui ont été commandés. Là, vous avez cette photo qui date de septembre 2021. Et chaque fois qu'on a une nouvelle édition internationale, eh bien, vous devez faire appel à une palette de plantes locales développées avec des spécialistes qui connaissent les plantes locales. Donc là, on a travaillé avec des spécialistes à Berlin. Alors, ensuite, ce que vous voyez ici, c'est sur le site web qui est en accès libre et il est en anglais et en allemand actuellement. Donc, c'est pollinateur.art.de/de. Et donc, le public peut se servir du même algorithme que l'artiste a créé à destination du public. Et donc, on peut faire son mini-jardin en suivant le plan créé et pour les pollinisateurs de la région. Donc, il n'y a pas un seul jardin modèle. L'idée est d'inspirer son utilisation chez d'autres, que chacun puisse faire chez lui ce type de jardin. Alors, cette image, normalement, je n'ai pas le droit de l'utiliser, mais en fait, il s'agit ici d'un prototype, enfin d'une image de synthèse. Vous avez donc le musée d'histoire naturelle et qui est l'un des musées les plus visités de Berlin. Et pour moi, il s'agit d'un endroit formidable pour créer un de ces jardins. Nous travaillons avec différentes parties prenantes, des experts, des scientifiques, des chefs de collection et bien sûr l'artiste et son équipe. Et nous avons déjà commencé à créer des schémas de plantation pour pouvoir commencer les plantations très prochainement. Et voilà.
Donc, j'espère que vous irez sur notre site web pour apprendre plus sur le projet et l'artiste. Et bien sûr, si vous avez l'opportunité, venez à Berlin et visitez Merci beaucoup, notre Christina. projet. On reviendra un peu plus tard sur la partie Do It Yourself, ce site internet sur lequel les particuliers peuvent créer avec l'algorithme leur propre petit jardin avec des espèces locales qui vont favoriser la biodiversité. J'aimerais qu'on prenne un instant pour parler des jardins physiques concrets. Comment se passe la plantation? Est-ce que l'artiste vient elle-même planter? Est-ce que vous déléguez? Comment ça se passe? Oui, il y a une collaboration étroite entre l'artiste donc qui crée ce schéma de plantation grâce à l'algorithme et tout est supervisé par des scientifiques en Allemagne du musée d'histoire naturelle et nous travaillons avec l'Académie royale des jardins qui va nous fournir en semences et pour s'assurer qu'on suit le schéma et nous espérons que cela deviendra une œuvre d'art vivante. Merci beaucoup. Le Light Art Space de Berlin est connu pour être un lieu culturel qui mélange science, technologie et art. La technologie peut être une source de destruction parfois de la biodiversité lorsqu'elle est mise au service de l'art et qu'elle est soutenue par la science. Est-ce que vous pensez à l'inverse qu'elle peut être un outil pour la préservation de la biodiversité? Eh bien, dans notre cas, je dirais oui. La technologie est un outil formidable. Et cela nous a permis de créer une œuvre qui nous permet d'avoir cette empathie vis-à-vis de la nature. Donc, c'est un outil intéressant et qui est en accès libre, mais compréhensible pour n'importe qui aussi. Donc, j'ai oublié de vous dire que nous espérons que cela deviendra un projet très positif à travers le monde. Donc, nous allons suivre les progrès, les développements d'essaimer, nous allons voir de plus en plus de jardins de cette nature, de ce type, favorables aux pollinisateurs. Donc, cela peut vraiment être un geste pour l'environnement. Moi, je ne peux pas vous expliquer trop en détail, mais s'il y a beaucoup de jardins, cela crée des chemins d'un jardin à l'autre. C'est ça le but. Merci beaucoup. Et en effet, comme le dit Christina, nous avons besoin de projets positifs qui permettent d'avoir une vision enthousiaste et durable de la biodiversité. On est quand même souvent submergé d'images profondément négatives et donc c'est vraiment chouette, je trouve, de voir des projets aussi vivants et colorés. On va passer à un autre très beau projet, celui du musée d'Orsay avec Misty qui va nous en parler un peu plus. Vous portez un projet inédit, fort, au cœur de votre politique environnementale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors j'espère que c'est aussi effectivement un projet positif à vous présenter. Peut-être pour revenir à la genèse de ce projet. Donc moi, je travaille au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie. Il ne faut pas oublier que ce sont vraiment deux musées qui font partie d'un même établissement. Et ça, c'est une question qu'on se pose depuis maintenant plusieurs années. C'est en tant que musée, et notamment en tant que musée des Beaux-Arts, comment est-ce qu'on peut prendre une place dans la société? Comment est-ce qu'on évolue avec la société? Et c'est pour ça qu'on a lancé depuis maintenant 2 ans ce qu'on appelle une stratégie RSO, donc responsabilité sociétale des organisations.
Et l'idée d'avoir cette démarche RSO, c'est de vraiment prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans l'ensemble de nos projets et faire en sorte que ces enjeux soient vraiment un réflexe et qu'ils font partie de nos missions en tant qu'établissement public, au même titre que présenter nos œuvres, que la recherche scientifique sur les peintures impressionnistes du 19e siècle. Donc pour ça, on a toute une politique sur les enjeux sociaux, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre politique de transition écologique, donc qui repose sur l'idée de réduire nos consommations d'énergie, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sur toutes les questions d'économie circulaire. Et là, c'est posé la question de la biodiversité. Je pense que vous voyez, le musée d'Orsay, tout comme le musée de l'Orangerie, on est implanté en plein Paris, milieu très minéral. On a des bâtiments qui sont très minéraux aussi. C'est vraiment de la pierre, du verre, du métal. On a très peu d'espace. Le musée de l'Orangerie est implanté dans le jardin des Tuileries, mais les Tuileries ne dépendent pas de nous. C'est le musée du Louvre. Donc à partir de là se pose vraiment la question de nous, en tant que musée, comment on fait pour s'emparer du sujet de la biodiversité. Et je tiens à souligner que c'est très bien, c'est super qu'il y ait eu cette table ronde sur ces enjeux de la biodiversité. On parle beaucoup des enjeux carbone, de la décarbonation. La biodiversité est un petit peu l'oublier de temps en temps. Et c'est vraiment deux enjeux qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Il faut aussi s'en emparer. Donc merci d'avoir aussi pris ce sujet à bras-le-corps. Donc notre question reste donc comment est-ce qu'on peut s'emparer, nous, de ces sujets ? Et c'est là qu'on a eu cette idée peut-être un peu folle, mais assez nouvelle aussi, de se dire, nous, dans nos collections, notamment à Orsay, on a donc évidemment la plus grande collection impressionniste et surtout, on a beaucoup de peintres impressionnistes qui ont peint la ville d'Argenteuil. Argenteuil, c'est vers le nord-est de Paris, c'est une petite ville. Et vers la fin du 19e siècle, dans les années 1870, ça a été vraiment un point de rencontre des peintres impressionnistes. Claude Monet a vécu à Argenteuil pendant plusieurs années, dans 2 maisons, et il a invité tous ses amis peintres à venir. Donc il y a énormément de peintures de Monet qui représentent Argenteuil. Je crois qu'il en a peint environ 180. Donc c'était le rythme de une personne et un tableau tous les 12 jours. Donc il a été assez prolifique. On a aussi des peintures de Sisley, de Caillebotte. Bref, beaucoup de représentations de cette petite ville. Et il se trouvait qu'on était en train de réfléchir à un partenariat centré sur la démocratisation culturelle avec la ville d'Argenteuil. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas y inclure aussi un volet écologique ? Et du coup, on a lancé donc ce partenariat avec Argenteuil qui comporte une dimension écologique. Ça a été lancé il y a maintenant quelques mois, c'était en mai 2022. Et l'idée, c'est qu'on travaille avec la ville d'Argenteuil qui avait ce projet de travailler à la valorisation des berges de Seine. Il y a une petite partie qui n'est aujourd'hui pas très valorisée, les gens ne viennent pas forcément se promener. Et ils souhaitent se les réapproprier. Et du coup, l'idée, ça a été de travailler avec eux à la fois en contribuant financièrement à ce projet et aussi et surtout en contribuant à l'idée de ce projet, en travaillant avec nous, nos conservateurs, sur les représentations d'Argenteuil par les peintres impressionnistes. Et donc pour revégétaliser ces berges de Seine en s'inspirant des paysages tels qu'ils ont été peints par les peintres impressionnistes. Et donc là-dessus, il y a 2 idées. Il y a à la fois l'idée de la séquestration carbone, puisque en plantant des arbres notamment, on va aussi contribuer à capturer le carbone qui est présent dans l'atmosphère. Après, soyons modestes, ça reste une petite superficie. Ce ne sera pas énorme, mais c'est toujours ça. Et surtout, cette question de la protection de la biodiversité, comment on fait en sorte de protéger les espèces locales. Il y a une plante invasive qui s'appelle la renouée du Japon, qui est très présente sur ces berges de Seine. Il va falloir l'éradiquer pour que les espèces locales puissent aussi revivre.
Donc on a lancé ce projet avec la ville sur lequel on travaille maintenant avec un autre projet qu'on a fait sur l'année 2022 sur lequel je pourrais éventuellement revenir. Mais voilà en quelques mots notre projet. Merci beaucoup. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'en biodiversité, on parle souvent, on utilise souvent ces mots forts d'extinction, de perte de la biodiversité. Et en mettant face à face le territoire tel qu'il est aujourd'hui et les tableaux, on va voir si cette perte elle a réellement eu lieu. Misty, c'est une question qui me vient que je n'avais pas prévue, donc si elle est déroutante, vous me dites. Mais à vous entendre, est-ce que c'est une approche que vous avez en tête, la possibilité qu'il y ait un décalage vraiment fort entre les tableaux de l'époque de Monet, de la biodiversité à l'époque, et puis ce que vous allez trouver quand vous allez commencer, et qu'est-ce que vous allez en faire de cet écart s'il est là? Est-ce que c'est dans votre esprit? Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'écart va être plutôt positif, puisque en fait, quand on regarde les tableaux, là, je vous ai mis quelques représentations. Et en fait, ça se voyait peut-être mieux sur la première slide. En fait, comme vous voyez, c'était finalement des paysages avec très peu d'arbres. En fait, c'était des chemins de halage. Ce qui fait que finalement, on avait un chemin plat, une rangée d'arbres, des saules notamment, il me semble, sur le côté. Et en fait, quand on a vu ça, on s'est dit, mince, nous qui voulions planter des arbres, du coup, c'est un petit peu raté. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de ne pas représenter ces paysages à l'identique, mais de s'inspirer aussi de l'esprit impressionniste de l'époque, de cette époque d'Argenteuil au 19e siècle. Et donc de reprendre cet esprit pour en fait là vraiment aider sur la biodiversité et la séquestration en carbone. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez dire un mot de la différence entre séquestration carbone et compensation carbone? Et d'ailleurs, on voit bien comment la culture s'empare de ce sujet, parce que je pense qu'il y a quelques années, je ne me serais pas attendue à poser cette question à quelqu'un du musée d'Orsay, de nous expliquer la différence entre séquestration et compensation. Donc ça va dans le bon sens. Mais c'est vrai que c'est une question essentielle et que nous, on s'est beaucoup posé au départ. La compensation carbone, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et l'idée, c'est vraiment que quand vous émettez une certaine quantité de gaz à effet de serre, de par vos activités, nous, en tant que musée, on a des émissions évidemment au quotidien. On en a parlé tout à l'heure à la table ronde précédente. Donc quand vous émettez une certaine quantité de gaz à effet de serre, d'un autre côté, vous les compensez, c'est-à-dire que ce que vous allez émettre, vous allez aider à recapturer de l'autre côté. Et ça se fait, le schéma classique, ça va être en plantant des arbres. Mais ce terme de compensation, il est assez décrié, ça peut être vu comme un permis finalement à émettre, puisque de l'autre côté, on compense. Et là, ce que je tiens à dire, et c'est important qu'on en parle, c'est que nous, ce projet, cette idée de séquestration carbone, c'est vraiment quelque chose qui vient en fin de route. L'idée, c'est bien sûr toujours d'éviter, ensuite on réduit, et enfin seulement, ce qu'on ne peut pas réduire ni éviter, on va compenser. Mais ça, c'est important à souligner, ça vient vraiment en dernier point. Pour revenir à la différence compensation, séquestration, tout simplement, là, l'idée, c'est de se dire que là, ces arbres qu'on va planter, cette végétalisation qu'on va contribuer à voir revenir, ça ne va pas compenser nos émissions de gaz à effet de serre, soyons clairs. Donc l'idée n'était pas de faire ce qu'on va appeler du greenwashing et de mentir sur le véritable impact de ce projet. Merci beaucoup, c'est très clair. Et si vous avez des questions, il y aura un temps dédié aux questions. Donc si vous avez des questions plus précises sur ces notions de séquestration ou de compensation, n'hésitez pas. Je vous propose qu'on passe au Palais de Lomé avec Sonia qui nous fait le plaisir d'être là depuis Lomé. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, je pense que tout le monde est ravi de découvrir les spécificités du Palais de Lomé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici pour parler du Palais de Lomé, au Togo. Je fais comment? Non, je vais le faire. Mais il faut appuyer où? Non, je veux faire le faire pour pouvoir contrôler. Ah, le vert.
Voilà, excusez-moi. Donc, le palais de Lomé est face à l'Atlantique. Sonia, montez bien le micro proche. Il marche. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Voilà, très bien. Mettez-le bien proche. Donc, le palais de Lomé est face à l'Atlantique et comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés de verdure et le lieu a toujours été dans la végétation. Donc un bref rappel historique, c'était l'ancien palais des gouverneurs qui a connu les vicissitudes de l'histoire du Togo, puisqu'il était ancien palais des gouverneurs allemands, puis franco-britanniques, puis français. Le lieu est abandonné pendant plus de 20 ans à partir des années 90. Et j'ai eu la chance d'avoir été chargée de le réhabiliter. Et je voulais vous montrer quelques images de comment il était avant. Et quand on parle de nature, parce que la nature tropicale est extrêmement puissante, donc imaginez un lieu laissé à l'abandon pendant 20 ans, plus de 20 ans, donc la question de la biodiversité ne se posait pas réellement puisqu'elle était dans le projet. Donc ça c'est une photo qui montre l'union entre le minéral et le végétal et tout le palais était envahi par la végétation. Et donc la question s'est posée avec acuité dès le début des travaux qui était comment préserver cette biodiversité tout en réhabilitant le lieu. Et donc dès le projet, dès la conception du projet, il a fallu tenir compte de cette réalité. Et je me réjouis qu'aujourd'hui le débat se pose en France, ici dans l'univers des musées, puisque en 2014, j'ai eu une conversation avec des professionnels de l'univers muséal à l'époque qui m'avaient dit « Oh là là, vous n'y pensez pas Sonia, parler de biodiversité, c'est hors sujet. Le parc, c'est un écrin, c'est un bel écrin, mais ça n'a pas de rapport avec notre mission dans l'univers des musées. Et c'est un pas de côté, c'est hors sujet. C'est joli d'en parler, mais ça n'a pas de rapport avec la mission fondamentale. Donc, je pense qu'en moins d'une décennie, les choses ont beaucoup changé, puisque la biodiversité fait désormais partie des enjeux et des réflexions sur l'avenir des musées. Donc, je me réjouis de ce changement-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un parc dans la ville. Donc, nous sommes un parc urbain, un parc qui est l'unique parc de la ville. Et malheureusement, dans la majorité des capitales côtières d'Afrique de l'Ouest, tous les terrains face à la mer ont été conquis par l'urbanisation. Et donc, c'est un des rares endroits où il y a encore un terrain face à la mer. Et il fallait aussi justifier le fait de laisser libre un terrain qui a une valeur foncière importante. Dans un lieu où il n'y a pas nécessairement de la culture des jardins et des parcs. Donc il s'agissait de faire autre chose et de montrer, de faire un parc dans la ville, mais qui s'inspire des cultures togolaises. Et donc tout le parc est un parcours à travers les différents paysages du Togo. Donc pour réaliser le projet du parc, nous avons été nous-mêmes, toute l'équipe, nous promener dans les villages pour voir ce que nous pouvons récolter, non seulement comme graines, mais aussi comme matière d'inspiration. Et donc le projet s'inspire de toute la diversité végétale du pays, donc du jardin des plantes de la mer à la savane arborée, savane sèche, une partie plus aride tout au nord du pays, donc la butte des cactus, et la forêt enchantée, pleine de surprises et de mystères, qui rappelle un paysage d'une région qui s'appelle Palimé. Et donc c'est vraiment un reflet que nous avons voulu des différents paysages du pays. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est tout le parcours. En fait, tout le parcours a été fait pour créer à chaque détour des surprises et tenter de créer une esthétique qui serait. On parle de jardin à la française, jardin à l'italienne ou à l'anglaise. Qu'est-ce que pourrait être un jardin à la togolaise? Donc, nous interroger sur la notion même de jardin et de biodiversité, qui ne se pose pas de la même manière au Togo, puisque la biodiversité, l'usage des plantes fait partie de la culture. Et ces plantes sont utilisées pour des raisons religieuses, rituelles ou tinctoriales. Donc il s'agissait aussi de réactiver des savoir-faire anciens qui sont en voie de disparition et de nous interroger sur le rapport au végétal. Donc avec beaucoup de programmes pédagogiques, puisque nous avons à peu près 1000 enfants qui viennent chaque semaine découvrir la biodiversité. Et donc des enfants de la capitale qui ont grandi dans un univers urbain et qui se réapproprient cette biodiversité. Et c'est l'occasion d'engager des conversations avec eux en fonction de leur tranche d'âge. Donc beaucoup d'enthousiasme des enfants par rapport à cette biodiversité. Et les œuvres d'art servent aussi de support
à une réflexion autour de cette biodiversité. Par exemple, ce tableau que vous voyez est un tableau qui est fait à partir d'éléments récupérés. Et donc, c'est de s'interroger sur la manière dont on utilise et réutilise des objets du quotidien et comment on peut les transformer. Donc, le programme a été fait aussi en réflexion avec les artistes. Donc, dans les bassins sont l'occasion de parler des nénuphars. Et donc, nous avons pu parler aussi de Monet, qui a beaucoup amusé, ça a beaucoup amusé les enfants togolais. Quand j'aurais dit, il y a un artiste français qui, au 19e siècle, qui a mis pendant des années, qui a consacré des années de sa vie à regarder comment évoluent les nénuphars. Donc, c'était l'occasion de parler de l'histoire de l'art à travers cet élément-là. Et l'éducation, l'art sert de support aussi à beaucoup de réflexions. Donc là, je vous pose une énigme. Quel est le point commun entre des dames habillées pour des rituels vaudous, la cérémonie de la pierre sacrée, une tortue qui vient de Floride et une œuvre d'art au milieu? Le point commun, c'est justement l'artiste qui crée ce point commun, puisque l'œuvre d'art du milieu représente une tortue. L'artiste Serge Anoumou est inspiré des perles que portent les prêtresses vaudou lors des cérémonies sacrées, donc comme celle de la pierre sacrée. Et c'est un artiste qui s'interroge, qui récupère des éléments rejetés, des morceaux de tissu, des morceaux de plastique, qu'il transforme, qu'il métamorphose en œuvre d'art, où il s'interroge sur la fragilité des écosystèmes marins et leur risque de disparition. Donc, en présentant l'œuvre de Serge Anoumou, ça nous donne l'occasion de discuter avec les différents publics scolaires, mais aussi adultes, de la fragilité de ces écosystèmes et de parler aussi au public scolaire des rituels vaudous, de l'usage des couleurs, de leur signification, de la signification des perles. Et la tortue que vous voyez ici, c'est une tortue que nous avons trouvée, qui a été trouvée il y a 2 ans au large du Togo, juste en face du palais de Lomé. Et elle portait une bague. C'était une tortue qui venait de Floride. Et qui a nagé jusqu'au rivage de l'Atlantique, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc c'est aussi l'occasion pour nous de parler de ces tortues marines qui sont en voie d'extinction, qui sont capables de parcourir des milliers de kilomètres. Donc de parler de tout cet écosystème et accessoirement pour les élèves du primaire, de parler de géographie, de leur montrer où se situe la Floride, les États-Unis, etc. Donc c'est à partir d'une œuvre d'art, beaucoup de choses peuvent découler d'une œuvre d'art. Y compris des mimes d'enfants qui aiment bien aussi parler dans les conversations et reproduire les tortues, les poissons et autres. Donc c'est vraiment un support que nous avons voulu très ouvert pour qu'il y ait plusieurs manières de s'exprimer. Ce que je voulais aussi souligner, c'est l'implication du personnel. Et c'était très important. Donc le personnel, par exemple ici, c'est un exemple du village de Pierre, village qui a été créé par les jardiniers du palais, qui sont des jardiniers qui ne sont pas paysagistes, qui sont des jardiniers à l'origine, qui connaissent le végétal, mais pas forcément le paysage et la manière de l'occuper, et qui ont créé un village de pierre inspiré de villages qu'on trouve au nord du Togo. Donc je pense qu'il y a plusieurs manières d'impliquer aussi le personnel dans la construction du projet. Et dès les prémices, finalement, c'est un projet qui a été inspiré par le personnel, puisque ce qui nous a donné toute cette idée de préserver la biodiversité et de la mettre en valeur, c'était aussi le fait que lors des travaux, en discutant avec le chef des maçons, le chef de maçon était aussi médecin traditionnel, donc il connaissait l'usage des plantes. Et des plantes que nous trouvions soit invasives, soit banales, sans grand intérêt, et qu'on aurait appelé de la mauvaise herbe, il nous disait, cette plante-là a telle vertu, il faut l'accueillir très tôt le matin, à tel moment de la journée, etc. Donc on s'est rendu compte que nous avions un trésor qu'il fallait aussi transmettre aux visiteurs pour qu'ils puissent aussi s'en inspirer dans leur vie quotidienne. J'avais une question précisément là-dessus, Sonia, sur ces savoir-faire ancestraux et ces plantes. En tout cas, il y a une résurgence un peu ici, je trouve, depuis quelques années, des savoir-faire ancestraux autour des plantes, notamment à la capitale, à Paris, avec les huiles essentielles que de plus en plus de personnes utilisent à la place des médicaments traditionnels, ou le fait d'essayer de nettoyer par les plantes, soigner par les plantes, utiliser des nouvelles fibres qui sont le lin ou le chanvre à la place du polyester. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que c'est vrai au Palais de Lomé, que ces savoir-faire ancestraux reviennent un peu sur le devant de la scène, et est-ce que vous avez l'impression que votre palais
pourrait avoir comme mission aussi de les valoriser, de les mettre en avant et d'inciter les publics à faire usage de ces plantes. Oui, totalement, totalement. Et c'est pour ça que nous travaillons avec des praticiens, des ethnobotanistes qui parlent de ces plantes. Et on se rend compte qu'il y a un regain d'intérêt pour ces plantes aussi de l'univers académique, puisque nous travaillons aussi avec des scientifiques de l'Université de Lomé. Donc nous aimons être à l'intersection de mondes qui parfois soit s'ignorent, soit justement ils se rendent compte qu'ils ont énormément de dialogues à nouer, aussi avec le public. Et le jeune public, quand on parle aux adolescents qui sont évidemment attirés par l'Amérique, etc., et qu'on leur dit, mais vous savez que le Coca-Cola, la noix de cola, c'est une noix traditionnelle africaine qu'on trouvait en Afrique de l'Ouest et qui donnait de l'énergie. Donc le Coca-Cola vient de cette noix et avec le colatier, les racines servent de teinture naturelle. On peut avoir différents types de dialogues puisque ça les intéresse aussi. Et nous intégrons aussi dans l'écosystème les artisans, puisqu'il y a des artisans qui ont des savoir-faire. Là, par exemple, c'est un exemple de textile. Donc, dans les boutiques du Palais, nous avons des écharpes inspirées des couleurs chatoyantes d'un des 41 oiseaux du parc. Donc là, il s'agit d'un choucador. Et donc, le choucador sert de base pour faire des textiles. On utilise les couleurs du choucador. Donc, c'est aussi l'occasion de dire, voilà, ce tissu que vous achetez s'inspire des couleurs du choucador. Nous travaillons avec un artisan traditionnel et vous utilisez des couleurs d'oiseaux qui existent au Togo que vous ne connaissez pas. Donc c'est vraiment un support aussi de dialogue et d'échange sur cette base-là. Vous nous parlez de 41 espèces d'oiseaux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres espèces abritées dans le parc ou d'autres essences un peu emblématiques dont vous pourriez nous parler ? Oui, bien sûr, nous avons des essences, nous avons donc laissé des zones volontairement libres pour voir ce qu'elles pouvaient donner comme plantes, sauvages entre guillemets ou libres. Et nous avons comme essence l'emblématique baobab, mais des très très jeunes baobabs. Donc ça amuse toujours les visiteurs de voir les jeunes baobabs, parce que les baobabs sont normalement des arbres immenses, majestueux, qui ont une grande circonférence. Donc les voir des jeunes baobabs, ça les intéresse. Et c'est aussi l'occasion et de support de conversation autour d'espèces végétales que nous avons, qui sont parfois menacées, que nous recueillons, ou d'espèces sauvages et des fruits sauvages dont on ne soupçonne pas nécessairement l'existence quand on vit dans une capitale. Donc c'est aussi l'occasion de montrer ces fruits sauvages, l'occasion aussi de parler d'alimentation, donc dans le restaurant du Palais, de s'interroger sur les plantes qu'on utilise, puisqu'il y a des plantes comestibles et que l'alimentation togolaise repose sur beaucoup de plantes feuilles. Donc c'est aussi l'occasion de discuter sur ces plantes. Et je dirais que depuis, malheureusement, depuis Covid, il y a beaucoup de réflexions sur le système immunitaire, sur comment on peut se soigner par des plantes. Et donc là, des plantes qu'on trouve facilement localement. Et donc tout le travail est basé sur le travail de l'artisanat et les liens avec ces éléments. Donc là, par exemple, dans les acteurs locaux, on implique aussi des conteurs pour justement pouvoir parler autrement des plantes et de la nature. Donc c'est vraiment... ça fait partie dans les performances, par exemple, là, il s'agit d'artistes qui réutilisent des éléments de support urbain. Donc, merci beaucoup. Donc voilà un peu en quelques mots les activités et les réflexions. Merci beaucoup Sonia. On voit vraiment comment le palais et la biodiversité qui l'entoure essayent de créer des ponts en permanence et de façon très organique. Donc bravo à vous pour cette réussite. On va changer complètement de décor. Et c'est vous Marguerite qui allez avoir la parole. On est de nouveau sur un établissement culturel où on a au cœur de jardin du patrimoine dont vous allez nous parler. Vous allez en parler beaucoup mieux que moi, donc allez-y. Très bien, merci beaucoup. Moi aussi, je suis enchantée de participer à cette table ronde sur ce sujet de la biodiversité. Donc le château de Canon, voilà une vue aérienne. C'est un domaine qui est situé en Normandie, donc qui est un domaine familial, un château 18e siècle, qui comprend beaucoup de bâtis. Il y a 1 hectare de toit à peu près, et qui est entouré de 15 hectares de parc. Tout ça, bien sûr, est potentiellement un refuge, un havre pour des espèces végétales et animales. Donc nous sommes monument historique, jardin remarquable. Et
Et donc voilà, moi je vais vous parler de Canon, mais il faut savoir que en France, il y a de très nombreux châteaux. On est réunis au sein d'une association de la demeure historique où il y a plus de 2600 adhérents et dont un groupe audacieux du patrimoine dont je fais partie. Et quand on adhère à ce groupe, on s'engage à protéger la biodiversité dans nos sites. Et je trouve ça formidable qu'on parle aussi de biodiversité dans le domaine des monuments historiques privés, parce qu'on a notre rôle à jouer. Voilà, bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire des lieux, mais pour vous dire que c'est un endroit avec une richesse incroyable, puisqu'il y a des sources partout. Donc nous avons beaucoup d'eau, un parc à la fois à la française, mais aussi à l'anglaise. Donc ça, par chance, par essence, ce type de parc laisse la place à la végétation spontanée. Donc on n'a pas uniquement un jardin qui nécessite un entretien très précis. Et puis des fabriques, des petits monuments. Voilà, donc beaucoup d'eau, des arbres, certains qui sont tricentenaires, et du coup un réservoir de nature. Et puis beaucoup de diversité végétale avec des jardins aussi de fleurs. Mais donc vous imaginez bien, nous sommes un poumon vert du coup, puisque même si nous ne sommes pas dans une aussi grande agglomération que la vôtre par exemple, la ville est arrivée tout autour. Donc on est vraiment, quand on voit une vue plus large, on est vraiment un réservoir naturel. Or par rapport à ce qui était Canon avant, je me suis trompée de PowerPoint. Excusez-moi. Ah ben voilà, j'ai quand même les bonnes slides. Mais c'est bien, comme ça on voit quand même plein de choses de chez vous, c'est très intéressant. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était le parc. Alors là, un peu en ruine dans les années 50, mais ça rejoint aussi ce que vous disiez, c'est qu'on a eu une période où finalement le parc n'était pas ouvert à la visite, donc l'entretien était beaucoup moins important. Bon, alors ça, c'est les destructions. Voilà, vous voyez, la végétation était vraiment partout. Les murs étaient envahis et il y avait à cette époque-là une faune importante. Donc, je ne sais plus si je vous ai précisé que c'était familial. Donc, moi, je travaille pour ma belle famille à Canon depuis 14 ans, mais mon mari a grandi là. Il se rappelle avoir vu des hérissons partout, des écureuils partout. Donc, même sans consulter de grandes études sur l'effondrement de la biodiversité, voilà, c'est un constat qui est sans appel. Il y a le fait que nous, on s'est mis à entretenir davantage pour restaurer en fait le parc et qui correspondent aux critères qu'on en attendait. Et puis également le fait qu'autour de nous, bien sûr, l'urbanisation a beaucoup progressé. Et donc, on s'est vraiment posé la question de comment faire revenir, notamment. Alors, du coup, là, je vais davantage vous parler de la faune. Comment faire revenir les espèces sauvages qui jadis étaient beaucoup plus nombreuses dans le parc. Et on a du coup depuis 4 ans commencé à nouer des partenariats, donc avec des associations. Nous, on n'est pas des écologues, on n'est pas des spécialistes, et il y a beaucoup d'associations qui font ça très bien. Donc d'abord avec le groupe ornithologique normand qui inventorie les oiseaux. Donc on a 47 oiseaux qui ont été observés. On s'est aperçu que le fait qu'on entretienne le parc dans les moindres recoins, parce que 15 hectares c'est grand, mais finalement c'est pas non plus immense, eh bien, c'était pas dans le sens dans lequel on voulait aller. Donc on a désormais sanctuarisé une zone qui sera plus entretenue, et le fait d'avoir des inventaires chaque année, ça va nous permettre justement de voir les effets. Et en effet, en général, d'autres exemples montrent que ce type d'action est toute simple, mais permet très rapidement de faire revenir certaines espèces. Marguerite, je me permets juste de souligner ce point que j'aimerais vraiment saluer, qu'il s'agisse du Palais de Lomé ou de votre château. Et on voit là le changement de comportement, parce que des établissements culturels qui sont vraiment aussi tournés dans l'esthétique qu'un château ou un palais s'autorisent dans leur jardin des zones complètement libres où l'humain n'intervient pas, au service de la biodiversité. Et ça revient au projet de votre artiste, à savoir on pense davantage aux espèces et aux pollinisateurs qu'au public qu'on va recevoir. C'est vraiment un effort, je trouve, louable, et que je voulais là juste souligner. C'est vraiment innovant, je trouve, et bravo pour cette initiative-là.
Oui, et le but, c'est du coup de donner envie à d'autres sites, de sensibiliser aussi le public. Donc c'est vrai que ça demande de s'adresser aux gens. Je parlais avec un autre propriétaire de château qui lui a des crapauds accoucheurs. Il loue des chambres d'hôtes et vous savez, ça fait un petit bip. Enfin voilà, ça fait un... Et donc ses clients se plaignent parce que pensent que c'est un truc électronique. Voilà. Donc il me disait, il faut juste que je fasse l'effort de le mentionner, et une fois que c'est expliqué, de plus en plus les gens le comprennent. Le comprennent très bien. Et on a découvert aussi que non seulement, alors bien sûr, le parc pouvait abriter des espèces, ça paraît évident, mais aussi le bâti. Et ça, on le sous-estimait complètement. C'est pour ça que je vous ai fait remarquer qu'il y avait beaucoup de bâtiments. On a du coup fait un inventaire de chauves-souris avec le groupe mammalogique normand. Et on a découvert vraiment qu'on coexistait avec 6 espèces de chauves-souris qui avaient des très belles colonies au-dessus de la salle de réception. Alors comme c'est pas le PowerPoint que je voulais vous montrer initialement, voilà. Donc cette très belle salle, il y a une colonie de 120 grands murins qu'on ignorait parce que le grenier est très difficile d'accès. Donc le fait de collaborer avec, donc on a signé une convention de partenariat, ça nous permet qu'ils viennent tous les ans, pareil, surveiller la colonie, et aussi entretenir, parce qu'en fait concrètement, la raison pour laquelle parfois les gens bouchent leur grenier ou autre, c'est qu'il y a le guano qui s'accumule et ça peut au bout d'un moment transpercer les plafonds, donc créer des désagréments, etc. Et nous, on a un magnifique plafond, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, les personnes viennent une fois par an, et après ça nous fait en plus un amendement pour les cultures. Le guano de chauve-souris est excellent. Voilà pour ça. Donc pour le moment, on s'est vraiment engagé à compter, inventorier. On favorise aussi l'habitat des hirondelles rustiques qui font beaucoup de trajets, et donc on laisse des petits carreaux ouverts, des arcades, etc. Mais maintenant, la seconde étape, ça sera vraiment de mettre ça en valeur aux yeux du public, puisque c'est de la faune sauvage. On ne va pas faire crapahuter les visiteurs pour aller déranger les chauves-souris. Donc on veut vraiment, on sent une responsabilité, non seulement pour participer à protéger ces espèces à notre petite échelle, mais aussi pour sensibiliser le public à faire de même. Et là, du coup, on a toute une réflexion à voir comment on va pouvoir faire, parce que en effet, c'est une faune qui est discrète. Voilà. Merci beaucoup Marguerite. On arrive à la fin de ce panel. J'ai encore 1 milliard de questions que j'avais préparées, mais je pense que le public en aura aussi. Ce que moi j'ai particulièrement aimé dans ce panel quand on me l'a présenté, c'est qu'on voyait comment la culture, les établissements culturels peuvent s'emparer des sujets de biodiversité. On en a la preuve aujourd'hui, qu'il s'agisse de recréer des espaces dédiés à la biodiversité avec des jardins ou avec d'aménagements de berges, ou qu'il s'agisse d'être refuge sur du bâti ou des jardins existants. Donc vraiment, moi j'étais ravie d'entendre tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Est-ce que vous avez, vous, des questions? Vous pouvez les poser dans votre langue natale, maternelle. Sans aucun souci, ce sera traduit. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Un peu plus proche le micro. Vraiment très proche, effectivement. Merci beaucoup pour ces présentations. Effectivement, c'est revenu plusieurs fois dans la conversation que c'est des pratiques qui sont encore relativement récentes. Est-ce que vous voyez déjà des aides, du soutien qu'il y a sur ce sujet de la biodiversité? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup climat, émissions à gaz à effet de serre, mais en fait, si on sauve le climat mais qu'on détruit la biodiversité, ça ne sert pas à grand chose, on sera tous morts, quoi. Donc est-ce que il y a du soutien, des subventions? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des réseaux informels qui existent pour transmettre justement toute cette connaissance, ces apprentissages, ces bonnes pratiques que vous avez, que ce soit au secteur de la culture ou peut-être même, je sais pas, au-delà? Merci. Je vous laisse répondre spontanément là-dessus. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, c'est le début. Et en fait, en nous, en tout cas dans notre cas, c'est un peu 2 mondes qui se
voilà, qui se connaissent pas forcément bien, qui se rencontrent. Et du coup, c'est plus en termes de connaissances d'associations qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Par exemple, le groupe Mamalogique dont je vous parlais rêverait d'avoir accès plus facilement au grenier des châteaux. Et les propriétaires parfois ne connaissent pas trop, sont pas spécialement réticents, mais du coup, vont pas ouvrir leurs portes facilement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien, je pense, de faire savoir et de faire connaître aussi les partenariats qu'on peut mener pour qu'ils deviennent un petit peu évidents. Pour aller dans le sens de votre question, dans le domaine de l'art contemporain, est-ce que vous avez l'impression, comme c'est contemporain, que c'est davantage, que c'est plus facile, qu'il y a plus de soutien, ou au contraire, est-ce que non, ça fait pas partie des débats? En tant qu'institution d'art contemporain, on a un certain nombre de missions. On essaye de rendre l'art accessible à tous. Et là, on a l'interface entre l'art, la science et la technologie dans nos travaux à nous. Vous le voyez d'ailleurs dans nos projets passés. On a eu ces différents travaux. Je pense qu'ils sont pertinents. Et ils doivent être pertinents pour les grandes questions de société actuelles. Et forcément, ça inclut le changement climatique et la biodiversité. Et nous commandons des œuvres d'art à des artistes. Souvent, c'est un co-développement. Et le sujet ou l'objet de ces œuvres d'art vient de ces artistes. Et souvent, ils veulent justement sensibiliser. En particulier sensibiliser à la question climatique et à la biodiversité. Donc je pense que ça vient de manière tout à fait organique finalement. Où qu'on regarde, on trouve des possibilités de collaboration et des gens qui ont envie de travailler sur ces idées. Et pour nous, ça se fait vraiment de la manière la plus naturelle du monde pour nous. Faire en sorte de rassembler différentes institutions qui ne se sont pas Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question retrouvées avant, c'est une possibilité certainement. Pardon, je me permets juste moi de faire un petit ajout qui est que justement sur cette question précise de comment les institutions culturelles peuvent travailler ensemble, c'est pas pour faire de la pub pour après, pardon, mais juste pour information, on va avoir à 14h30 une table ronde précisément sur ce sujet. Comment au sein de réseaux, comment des réseaux se constituent, comment ils peuvent collaborer pour œuvrer à la transition écologique ensemble. Voilà, pardon, je me permets juste. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, on peut terminer. Moi, j'aimerais terminer sur une petite question, et pour qu'on reste bien dans les temps, je vais vous demander à chacune une réponse rapide. C'est quand même récent, cette histoire de pont entre culture et écologie. Est-ce que ça a été difficile de motiver en interne les équipes de passer ce pas et de se dire maintenant, ça va faire partie de nos prérogatives? Voilà, je vous invite ce serait bien qu'on puisse vous entendre toutes les quatre, et donc du coup une réponse succincte, comme ça on termine dans les temps. Merci beaucoup. Ouais, je vais commencer à être très rapide. Moi, je suis arrivée en 2020, juste avant la crise sanitaire. Quand je suis arrivée, effectivement, ces enjeux n'étaient absolument... Il y avait une prise de conscience qui commençait, mais c'était très compliqué, on va le dire succinctement. 2020, après le Covid, déjà, on a vu une prise de conscience. 2022, crise énergétique, questions financières, ça a beaucoup joué. L'été qu'on a connu, évidemment, un gros changement, je dirais 2020 puis 2022. Je dirais que dès le début, dans la conception du projet, au fil et à mesure des travaux, et ensuite c'est un peu différent parce que l'équipe a été constituée aussi pour tenir compte de ça, et ça fait partie des échanges que nous avons régulièrement entre nous, avec les jardiniers, avec des acteurs culturels de la scène locale. Donc ça fait partie des prémices du projet. Voilà. Clairement oui, compliqué. Les jardiniers sont là depuis 30 ans. Ils ont connu le parc en friche, donc ils ont repris en fait le dessus sur cette nature qui envahissait tout, et du coup il y a une espèce d'angoisse justement d'être à nouveau redépassé. Et en plus
Eh bien, il y a en effet une éducation. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec Christophe Droulin, qui est notre chef jardinier. Lui, il a été éduqué à ce que voilà, une mauvaise herbe, finalement, si on la laisse, c'est que quelque part il y a un doute sur la moralité de la personne. Ça va vous paraître fort, mais il y a eu des traités comme ça au 19e siècle qui établissaient un parallèle entre la propreté entre guillemets d'un jardin et la moralité de celui du jardinier. Et ça, quand on sait ça, on comprend beaucoup mieux la profondeur en fait de la réticence de certains professionnels qui sont de bonne volonté, qui ont envie de faire tout bien, mais voilà, que ça panique de laisser quelques herbes. Et puis après, il y a le public. Donc nous, oui, clairement, ça a été très compliqué. On a voilà, dû trouver tout un tas de biais et puis encore du chemin à faire, mais petit à petit. Nous sommes une institution assez récente. Notre première exposition, c'était en 2019. Le développement durable fait partie de notre ADN, vraiment, depuis le début. Nous avons des indicateurs clés là-dessus, sur la soutenabilité, pour nous assurer que justement tout le monde tire dans le même sens. Que ce soit pour les sélections, pour le travail administratif, pour la mise en espace des collections, pour tout, on a toujours cette idée de durabilité et l'équipe est généralement extrêmement enthousiaste. Souvent, ils ont énormément d'idées, quelquefois même un peu fantaisistes et dur à mettre en œuvre. Merci beaucoup à vous quatre. Je conclurai en disant que pour préserver la biodiversité, le secret, c'est peut-être d'accepter de laisser la place, de laisser de la place. Et je suis ravie et optimiste de voir que ces 4 établissements culturels le font et le font très bien. Merci beaucoup à elle et à vous pour votre attention. Infiniment à vous toutes et nous sommes très heureux de pouvoir être optimistes. Je pense qu'on en a vraiment besoin.